bourgmestre de nouveau et j'ai un conseil communal à 8 heures. Alors oui, c'est super hectique, mais bon. On a une majorité large, assez large à Lübeck, alors je pense, sans moi, ça va s'arranger aussi. Je peux être un peu trop tard. Bon, le livre. Premièrement, je pense que vous êtes aussi intéressé de la situation politique dans notre pays, dans notre cher pays pour l'instant, parce que c'est une situation assez sensible, difficile et hectique aussi, parce que bon, le pacte migratoire a été voté aujourd'hui. Je pense que la Belgique, pour l'instant, il y a l'intervention du monsieur l'ambassadeur Botson sur le sujet à New York, dans le Conseil général des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que je veux un peu parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de soucis sur ce pacte. La situation est comme ça que nous avons fait. Ça a commencé en 2016, très important. Nous avons eu une crise migratoire 2015-2016 qui est de jamais vue en Europe. On n'a jamais vécu ça. Wir schaffen das de Madame Merkel. 1,5, 1,8 millions surtout des hommes, jeunes hommes, sont venus ici sans un visa, de manière irrégulière, illégale, via la Grèce, via l'Italie, via l'Espagne, mais surtout via la Grèce, la route Balkan venue ici. Président Obama, à ce temps-là, M. Obama était encore président des United States, et il voulait donner son dernier speech pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça, c'est à New York, c'est toujours en septembre, et tous les chefs les premiers ministres sont tous là. Monsieur le Premier ministre Charles Michel était là, M. Reynders, moi-même et M. De Croo. Et son speech était parler du sujet de migration, que c'est un défi énorme, un défi qu'on doit we have to tackle together, on doit le faire ensemble. C'est une question mondiale, une problématique mondiale. Alors, on a besoin d'un Global Compact on Migration, d'un compact global, een soort van afsprakenkader, un cadre de afspraken, comment on dit ça, je sais pas. Ja, c'est ça. C'est sur ça qu'on est en train de discuter, on parle de 2016, c'est un trajet de négociation entre tous les gouvernements. La Belgique a participé aussi dans la négociation avec M. Botson, qui était l'ambassadeur. Le premier texte, c'était un rapport de Mme Louise Harbour, qui était un diplomate de Canada, et qui avait fait un rapport en décembre 2016, où elle a dit, non, 2017, elle a fait un rapport « Making Migration Work for All », qui était super pro-migration. La migration, c'était la meilleure chose qu'on ne peut jamais avoir dans le monde. C'est incroyable, la migration, c'est magnifique. Pas d'attention pour les choses comme nous, ici en Belgique, l'opinion publique, la migration, c'est une bonne chose, mais il y a aussi des côtés négatifs. Ça, c'est clair, il y a des défis énormes. On parle de 1,8 million de personnes. 80% des jeunes hommes qui viennent ici avec leur culture, leur religion, leurs compétences, leurs traumatiques aussi de guerre de Syrie, par exemple. Ça, c'est un défi énorme, mais dire que ça, c'est le plus magnifique que se peut passer dans le monde, ça pas réaliste de dire ça. C'est pas juste. Mais c'était super pro-migration et on a fait une première discussion au sein de l'Union européenne avec le ministre de Migration janvier à Sofia. Janvier, c'était un working lunch. Et j'ai été super critique. J'ai critiqué ça très, très profondément. Et j'ai donné beaucoup de critiques et j'ai dit que c'est nécessaire que les fonctionnaires des Nations Unies doivent toujours dire, avec une morele verhevenheid, avec une, comment dit ça en français, une supériorité morale de dire que l'immigration est toujours positive. Non, ça doit être plus nuancé, ce rapport.
bon, on est en train de négocier. M. Botson a pris beaucoup, nous avons donné beaucoup de critiques. C'était pas vrai que j'ai dormi pendant 2 ans. Je dors très, très peu. Alors, j'ai pas dormi pendant 2 ans dans ce projet. J'ai toujours donné beaucoup de critiques. Et M. Botson, que j'apprécie beaucoup, a vraiment négocié beaucoup de choses dans la bonne direction. Ça, c'est la vérité. Le texte est meilleur qu'avant, hein, beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est pas juste qu'il a dit au Parlement, à la Commission de l'Intérieur, il y a 2 semaines, que finalement, la Belgique était là aussi, nous, était tout à fait d'accord avec le texte. La réunion finale, nous avons eu encore des critiques. L'Office des étrangers a fait de la remarque que ça est non-binding, hein, niet, hoe zeg je dat in Frans, niet bindend, non engageant, mais ça impose des risques juridiques. Parce qu'on parle de soft law, on parle de, c'est pas juridiquement contraignant, mais c'est un cadre politique. Alors, c'est un engagement moral, un engagement politique. Et ça, c'est clair. Et ça c'est... Comment faire? Bon. En ce temps-là, c'était seulement les États-Unis avec Mr. Trump et avec Orban de Hongrie qui étaient dehors, qui ont dit non, on ne fait pas ça, le multilatéralisme, cet accord, on ne fait pas, la migration, on veut pas des migrants, on ne veut pas des musulmans, et c'est fini. Tous les autres pays étaient en train de négocier dans ce processus international mondial. La Belgique aussi, bien sûr, et parce que la Commission européenne a fait les négociations avant. En mai, Hongrie, Orban a dit, moi, je ne veux plus je veux plus négocier de ce pacte, on est out. Ça veut dire que la Commission européenne ne pouvait plus négocier pour toute l'Union parce qu'un membre n'était plus là. Problème, c'était un problème opérationnel. Alors, c'était l'Autriche qui a pris de lead, elle a pris le hoofdnégociator, elle a pris de lead de la négociation. Okay? Et le 31 octobre, alors ils font négociation, et le 31 octobre, ils disent, on est out too, on part. Bon, 31 octobre, j'ai téléphoné au Premier ministre pour dire, il y a un grand problème. Parce que moi, je savais, c'est la première fois, on n'a jamais vécu ça dans le passé, que le head negotiator is out pour l'Union européenne. On n'a jamais vécu ça, c'est comme un chef-cook qui fait de la soupe pour tout le monde est en train de, avec les cuillères, prendre un peu de soupe et dit, hey, mais on ne va pas boire la soupe, hein, parce que la soupe est poisonnée, on ne veut pas la soupe. C'est dégueulasse cette soupe, c'est dangereux. Et tout le monde est en train comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a dedans cette soupe? C'est clair que tout le monde a dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et depuis le 31 octobre, tous les pays européens ont fait un débat hyper intense sur le pacte. Le contenu, la manière, est-ce que c'est contraignant ou pas, etc. Et nous sommes le seul, la Belgique, où le gouvernement a tombé sur ce pacte. Tous les autres ont fait un compromis. Il y a des pays qui vont voter contre, il y a des pays qui ne vont pas être là aujourd'hui, hein, ils ne vont pas voter, il y a des qui font une abstention, contre, pour, avec une side letter, hein, une note interprétative et tous. Le 31 octobre, j'ai téléphoné au Premier ministre parce que je savais, parce que je savais la droite en Europe, ils vont être super agressifs, assertifs sur le pacte. Et ils vont dire, mais on peut pas faire ça parce que l'Autriche est out. Et on doit suivre l'Autriche parce qu'ils ont fait les négociations, ils doivent savoir que c'est vraiment dangereux, alors on est out aussi. Et je savais qu'avec le fait que l'Autriche est dehors, que tous les pays avec un gouvernement plus de droite vont être dehors aussi, comme l'Italie. Et on a vu ça depuis semaines, où tous les pays de droite en Europe sont out of the compact. Et ça donnait... Le Premier ministre, il est très intelligent, c'est un bon stratège, alors il savait bien sûr qu'à ce moment-là, ça va faire un grand clash avec la NVA.
Et c'est ça aussi qu'il avait dit en septembre que la Belgique donne le soutien à la pacte. Il a dit ça à New York, General Assembly. Alors, c'était difficile pour lui aussi. Et avec l'image d'une marionnette de la NVA, c'était toujours la marionnette de la NVA, le soir, la Libre, la presse francophone, c'est incroyable. Je suis heureux que ça finisse. Mais avec le pacte, je peux seulement dire que je savais que l'image d'une marionnette, qu'il y a vraiment un grand problème. Je savais qu'on a vu, comme on dit ça, un glacier dans le pôle du Nord, hein, et on fait avec un bateau, et on a dit ijsrots right ahead. Iceberg. Et c'était pas possible pour manœuvrer, peu de possibilités de manœuvrage. Mais je peux seulement dire que monsieur le Premier ministre a vraiment essayé de trouver une solution, un compromis. Mais c'était finalement CDMV-VLD qui voulait casser la NVA d'or. C'était la frustration de 10 ans que nous sommes la plus grande en Flandre. Et on a vu ça il y a 2 semaines à la Chambre, de jeudi. La frustration, l'agressivité, c'est incroyable. C'est un volcano de frustration, une éruption. Incroyable. Et à ce moment-là, j'étais au European Council on Migration, mais j'étais à faire 8 heures, j'étais à la chambre. Et l'atmosphère, moi, je suis 20 ans dans la rue de Douala. L'atmosphère là, à ce moment-là, je savais, ça ne va pas marcher. On ne va pas trouver une solution. Et on ne peut pas, la NVA ne peut pas, parce que nous sommes toujours là pour faire le compromis. On fait beaucoup de l'eau dans notre vin. On a fait de l'eau dans la visite domiciliaire, par exemple. On n'a pas pris ça. On a dit ça, ok, c'est trop difficile pour la MR pour l'instant, avec la plateforme citoyenneté ici au Parc Maximilien et tous. Ok, ça va. C'est pas juste, mais bon, ok. Quand c'est trop difficile, c'est trop difficile. Pour la MR, bon, mais à ce point, on ne peut pas, parce qu'on parle de la souveraineté de nos frontières. Et est-ce que c'est vrai qu'on a dû tirer la carte rouge un peu plus tôt? Oui, ça c'est vrai. Mais à ce moment-là, le contexte était un contexte où tout le monde était dedans, seulement Orban était dehors. Et moi, quand on fait une grande campagne, M. Reinders a fait une grande campagne électorale pour avoir le siège dans le Security Council. Il y avait 3 candidats, l'Allemagne, Israël et la Belgique. Il a fait 2 ans de voyage dans tout le monde pour avoir le siège. On a fait cette campagne pendant les négociations sur le pacte, c'était parallèle. Alors dire à ce moment-là, la Belgique, après Orban, Michel out aussi, c'était d'une politique science fiction, c'était impossible de dire ça. M. Reinders a dit, mais Théo, ça ne va pas la tête. Alors, ce n'était pas un contexte politique à ce moment pour tirer une carte rouge. Mais ce n'est pas vrai que j'ai dormi pendant 2 ans, ce n'est pas vrai non plus. Alors, je prends la critique sur ça. On n'a pas fait un parcours parfait sur ce pacte non plus. Je prends la critique sur ça. Mais on n'a pas... finalement, pour la NVA, c'était non. Et ce n'était pas trop tard. Aujourd'hui, dans quelques heures, ça va être trop tard. Mais bon, tous les pays européens ont fait un processus de discuter depuis le 31 octobre. Tous les pays européens. On ne sait pas seulement en Belgique. Et le pacte est un total failure. C'est vraiment un échec immense. Parce que quand on parle de la coopération internationale sur la migration. Bien sûr qu'on doit coopérer internationalement sur la migration. Bien sûr qu'on doit négocier des accords avec des pays d'origine et des pays de transit et des pays d'arrival, où il vient, comme la Belgique. Bien sûr. Moi, j'ai négocié 17 accords avec des pays super importants pour la Belgique, avec des grands groupes migratoires en Belgique. Le Maroc. Nous sommes presque le seul pays européen avec un accord sur le rapatriement avec le Maroc. J'ai fait la Nigeria, très important. J'ai fait Irak, le seul pays européen. J'ai fait Tunisie,
en juillet de cette année. C'est signé avec Somalie, premier pays européen avec un accord avec la Somalie, parce qu'ils ne font pas de répatriement, ils n'acceptent pas leurs illégaux. Ils disent qu'ils doivent rester en Europe. Alors, on ne doit pas donner mes leçons à moi qu'on doit collaborer internationalement sur la migration. Je le fais. Je ne parle pas parole et parole. Moi, je fais des accords. Accords. Il y a, dans 11 ans avant moi, on a fait 17 accords. Moi, j'ai fait en 4 ans 17 accords. Avec des pays importants. Pas la Mongolie, hein, avec le Maroc. Hein. Le nombre de Mongols illégaux en Belgique, c'est pas beaucoup. Hein. C'est intéressant de l'avoir. Je vais le signer quand ils offrent, mais ce n'est pas une priorité. Hein. Alors, ça c'est une chose que je dis, hein, bon, c'était une chose de souveraineté, c'était une chose super principielle. On fait des compromis, on fait beaucoup de lois avec Haut-de-Vin, ça c'est pas de problème pour moi. On a beaucoup d'expérience, nous prenons notre responsabilité tous les jours. On fait ça au gouvernement flamand, dans tous les écoles. Moi, je suis bourgmestre aussi, au niveau fédéral. On a fait beaucoup de compromis, honorables, ok. Mais ce pacte, c'était impossible. C'était impossible. Quand on touche le noyau, le DNA de notre parti, il n'y a pas la possibilité de faire trop de l'eau chez le vin, parce que ça va clasher dans notre parti, qui est un parti très principiel. Nous avons notre histoire, et nous avons notre militant, et nous sommes différents comme les autres partis. Ça, c'est comme ça. Ça va être toujours comme ça. Et maintenant, je suis un peu, comment on dit ça, verweest, comment on dit, je sais pas. Je me sens un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Verweest, je ne sais pas comment on dit ça en français. Désorienté, c'est ça. J'ai dû, 30 collaborateurs, on a fait beaucoup de... Nous étions 4 ans dans le centre du débat politique en Belgique, mais aussi européen. Nous avons eu beaucoup de tempêtes. Et les collaborateurs, c'est fini maintenant. Bon, ok, pour moi, je ne tiens pas à ma poste. Je m'en fous, ma poste. Le luxe d'être secrétaire d'État, je ne dis pas non, mais ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas essentiel. Quand c'est fini, c'est fini. Pour moi, c'est mes idées, mes idéaux. C'est pour ça que j'ai pris la route politique il y a 20 ans. Comme seul, parce que je ne suis pas fils à papa, personne franken dans la politique. J'ai commencé... Non, je ne fais pas... Dat is geen verwijt, maar het is wel zo. Et j'étais le plus jeune dans le gouvernement. Maintenant, c'est Zoual. Zoual est plus jeune de moi. Zoual Demir. Allez, ex-gouvernement. Et bon, les 2 semaines qui sont passées, moi, je trouve ça un peu étonnant que... moi, je savais que ça va tomber. C'est impossible. On ne peut pas jeter la NVA dehors et avoir un gouvernement avec un tiers. C'est pas possible. On peut aller. Et c'est pas seulement la NVA, c'est Yann Yambon qui est super hyper populaire, qui est un homme très fort. Et c'est moi aussi qui est aussi le premier, beaucoup. Allez, et les autres, on ne peut pas faire ça. Ça ne va pas passer en Flandre. Non, non, mais qu'ils ont pensé de le faire et essayé, ça, je trouve une erreur stratégique que je ne comprends pas. C'est comme une tâche aveugle dans lieu, je ne sais pas. Oh bon. Ok, excusez. Sur le livre, un peu... Oui, quand même, oui, je sais, mais je pense que l'actualité est très, très importante pour les gens ici aussi. C'est ça, oui. Ok, le livre, un des grands critismes du ONG et des partis de gauche était que la droite n'a pas une vision globale sur la migration. On parle seulement des musulmans, des islams, des problèmes ici dans la ville, des quartiers, comme ça.
Et on dit, on ne veut pas les migrants, on ne veut pas ça, et toutes les choses comme ça, mais on n'a pas une vision globale. Et le défi pour écrire ce livre, ça a duré 2 ans. C'est un projet pour avoir une réponse globale comme homme politique de droite sur les défis migratoires. Parce que la pression sur notre frontière extérieure de la zone Schengen et de l'Union européenne va seulement augmenter la pression. Quand on voit les facteurs contexte en Afrique, climate change, pauvreté, quand la démographie qui explose, hein, on va avoir 5 milliards, maintenant on a à peu près 1 milliard d'Africains, on va avoir 2,7 milliards en 2050. Alors, la pression sur notre frontière extérieure va seulement augmenter. Alors, on doit avoir une vision claire, mais globale. Et c'est ça la plus grande contribution à le débat politique, académique et sur la migration. Ça c'est clair. C'était mon défi, c'était pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce n'est pas mon premier livre sur la migration, c'est le deuxième que maintenant j'ai un peu plus de temps, je peux peut-être rentrer au troisième. Dans quelques semaines, j'ai une très bonne idée sur ça. Je suis avec mon éditeur. Mais bon. Pour moi, la solution, et ce n'est pas seulement du critique, c'est aussi une solution concrète. Pour moi, on a besoin d'un modèle australien. On doit faire des pushbacks. Toute la misère et le chaos a commencé en 2012 avec Hirsi-Yama versus Italia. C'était un cas pour le cours des droits de l'homme à Strasbourg, très important. Hirsi-Yama, c'est un jeune Somalien qui a pris le bateau illégal avec un trafiquant. Il a payé beaucoup pour son ticket pour arriver en Italie, en Lampedusa. Et il était, comment on dit ça, sauvé dans l'eau internationale. Et il a été pushback vers Tripoli, où il est parti. Hein. Il est parti à Tripoli de la Libye vers Lampedusa. Eau internationale, il a été pris par un bateau italien et ils ont fait un pushback vers... il est sauvé, on doit sauver tout le monde, hein, parce que on pense que je dis un jour qu'on ne peut pas sauver, bien sûr qu'on va sauver tous les gens dans la mer, ça c'est clair. Mais ça, ce n'est pas des discussions, la discussion est où est-ce qu'on le met après qu'on a sauvé ces gens. Ça, c'est la discussion, bien sûr. Et moi, je dis, ça ne peut pas être l'Europe, ça doit être l'Afrique. On doit parce que Hirsi-Yama était sauvé par un bateau de la défense italienne, pushback vers l'Italie, et avec des ONG, il a fait un cas pour le cours de la droit de l'homme à Strasbourg, où il disait on ne peut pas faire ça, c'est contre l'article 3 van het Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Et il a gagné ça. Et à ce moment, avec cet arrêt, parce qu'ils ont dit, le cours a dit que l'Italie devait payer 650 000 € à M. Hirsi-Yali, et il est très riche, c'est un très riche Somalien pour l'instant. Il est en Somalie, il n'est pas en Europe, mais il est très content. Et à ce moment-là, l'Italie a dit, ça veut dire qu'on va arrêter avec les pushbacks qu'ils ont toujours fait, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, toujours fait des pushbacks. Ils ont arrêté parce que c'était illégal, c'était pas possible de le faire. Et à ce moment, en 2012, on voit que les gens qui partent avec un bateau de la côte africaine ou Moyen-Orient vers l'Europe a explosé. Tous les étés, plus. Et en 2015, c'était l'explosion totale. Et ça a donné toute la crise migratoire. Parce que le cours de droits de l'homme de Strasbourg a cassé notre frontière maritime. Il n'y a plus de frontière maritime. Quand on part avec un bateau et on est dans la zone internationale, c'est 11 zeemijl, hein, zeemijl, je ne sais pas comment on dit ça en français, de 1000, comme ça. C'est 20 minutes, 30 minutes avec un petit bateau. On est en Europe.
Et tout le monde va payer 2 000, 3 000 euros, bien sûr. Ils vont payer un budget, un salarié annuel africain pour arriver en Europe. Même qu'on vient de Nigeria, où le taux de reconnaissance comme vrai réfugié est moins de 20%, ils ne s'intéressent pas à avoir des papiers, ils veulent seulement avoir un futur, et le futur n'est pas en Nigeria ou en Afrique, ils veulent un futur ici. Même quand c'est d'avoir pas de papiers, être illégal, irrégulier, ils sont fous. C'est mieux d'avoir des papiers, ça c'est clair. Quand c'est pas avec des papiers, c'est aussi bien. Et ça a donné beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je dis qu'on doit faire des pushbacks comme l'Australie. On doit retourner tout le monde vers des camps d'accueil de réfugiés, des centres de réfugiés en Tunisie, en Égypte. On doit faire des accords. On a fait un accord avec la Turquie qui est similaire, mais on doit faire des accords très très importants avec des pays Afrique du Nord. Mais c'est très difficile. J'étais en Tunisie en juillet avec M. Yambon. On a parlé beaucoup avec le Premier ministre pendant plus d'une heure discrètement sur la solution et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est très difficile pour eux parce qu'ils craignent qu'ils vont avoir des milliers beaucoup trop des Afriques subsahariennes et ils ne veulent pas non plus parce que la stabilité en Tunisie n'est aussi pas vraiment très durable. Alors, je comprends ça, mais on doit payer beaucoup. On doit donner la possibilité d'ouvrir à la marché pour les fruits, par exemple. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Les citrounes, les oranges et tout. Hoe zeg je dat? Sinaasappelen? Bon, orange, hein? Et les choses comme ça, ils veulent de l'argent, milliards d'euros. Mais c'est bien, parce que pour l'instant, vous savez qu'on a fait un deal avec la Turquie, ça coûte 2 milliards d'euros. Et tout le monde dit, oh, ça veut dire 70 millions pour la Belgique. Vous savez que notre crise de budget, notre budget pour le fait d'asile, seulement donner un lit, un pain, un bain à tous les demandeurs d'asile, dans la crise, c'était 600 millions d'euros par an. On parle seulement d'un pain, un bain, pas toutes les autres choses, la réintégration, allocation sociale, ça, je ne compte pas. Hein. Seulement pain, bain, lit. 600 millions. Cette année, c'est 300 millions. Alors 70 millions pour arrêter, c'est un deal économiquement, c'est un deal qu'on prend. On prend, hein. Moi, je le prends. Alors, on doit payer beaucoup. Et on doit ouvrir le marché. On peut donner la possibilité de donner plus de visas pour les jeunes Tunisiens. Et pour la première fois dans l'histoire belge, j'ai commencé un projet de migration circulaire. Ça veut dire des jeunes Tunisiens. Le problème de l'Afrique du Nord, du monde arabe, est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, mais qui n'ont pas un boulot, qui sont désespérés, comme dit ça, total désespoir incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert pour la première fois avec des entreprises belges qui ont aussi un siège en Tunisie et vice-versa. On a fait un projet avec 50 jeunes diplômés pour faire un stage ici en Belgique. Ça roule maintenant. Ça a commencé il y a 2 semaines. C'est un projet magnifique. Et après 6 mois, après 1 an, ils retournent, mais ils ont la possibilité de travailler dans des entreprises où ils font le stage. Alors ça c'est le projet que les pays africains, les gouvernements africains veulent. Et ça, c'est aussi, par exemple, dans le Global Compact. Et ça, je suis pour. Ce n'est pas tout dans le Global Compact est négatif, mais il y a des choses super négatives, et ça, c'était impossible de prendre pour la NVA. Alors, le livre, il est populaire. C'est la première fois qu'un nationaliste flamand, comment on dit ça, verkoopt zoveel boeken in Franstalig België. C'est un primeur. Non, j'ai un book politique. Christophe Calvo, 400, je pense. Gwendoline Rutte, 800, 1000. Moi, j'ai 9000 côté flamand et 4000 francophones déjà. Alors, c'est super beaucoup pour un livre politique. Alors, bien sûr, c'est clair que c'est aussi un thème qui est vraiment à haut dans l'agenda politique aussi. Ça, c'est clair. Mais je suis content sur ça.
on a besoin d'un modèle australien, comme j'ai dit. On doit vraiment régler ça, mais on ne peut jamais nier les problèmes avec la guerre civile en Syrie. On ne peut pas jamais fermer nos yeux et nos cœurs. Nous sommes le continent le plus riche du monde. Et on doit être solidaire. C'est dans notre intérêt aussi d'être solidaire. On ne peut pas fermer les yeux pour les victimes de la guerre mondiale en Syrie, qui sont avec des millions, des millions, des millions. Et ça veut dire qu'on doit faire de la migration qui est ordonnée, qui est réglée. Et c'est pour ça qu'on fait des resettlements. C'est clair que pour moi, on sélectionne les vrais réfugiés et on leur donne un ticket d'avion, comme on fait, la Belgique le fait déjà, 1200 par an. Mais on doit arrêter avec le chaos et on doit fermer notre guichet d'asile à Bruxelles. C'est fini. On doit prendre les vrais réfugiés. Premièrement, ils doivent être accueillis dans les pays voisins et on doit donner plus d'argent à UNHCR, la HCR, qui est responsable pour les camps de réfugiés mondiaux. On doit contribuer beaucoup plus. Parce que 1 euro là, on peut faire 10 fois plus qu'1 euro ici. Ça, c'est clair. Et on doit sélectionner des vrais réfugiés, mais pas seulement des jeunes hommes. Parce que maintenant, ça, c'est juste. Ils disent le modèle, la critique de la gauche est que le modèle australien, c'est pas juste, c'est pas correct. Mais je peux seulement dire que c'est pas vrai. Le modèle actuel, c'est quoi? Des noyades, des milliers de noyades dans la Méditerranée. C'est quoi? Ça, c'est juste. C'est le modèle actuel. Des milliards d'euros à les trafiquants qui sont très, très graves. Hein? Parce qu'on parle de Mauda, la jeune fille qui a été décédée. Ils sont super, ze zijn heel driest, je sais pas comment on dit ça en français. Ils n'ont pas de scrupules, je vais dire comme ça. Et ils font tous les trafiquants. Ils mettent des jeunes dans des frigos pour arriver en Angleterre, par exemple. Des camions frigoriques, comment ça? Incroyable. Ils font tous. Il y a beaucoup de morts qui sont dans le Sahel, qui meurent là. On n'a pas ça de dark number, on n'a pas le chiffre de ça, le nombre de ça. On ne connaît pas. Et dans la Méditerranée, et c'est quoi le modèle actuel? C'est la noyade, c'est le trafiquant de rendre plus en plus sans scrupules, plus en plus riches, parce que c'est un business de milliards. Et troisième, c'est qui arrive ici? Toujours les jeunes hommes, forts, les forts jeunes hommes. Et les femmes seules, où sont-ils? Et les petits-enfants, où sont-ils? Ils doivent tout rester dans les camps de réfugiés. Ça, c'est juste. Et les seniors, les vieux, et les plus vieux, plus âgés, et les gens qui sont handicapés, ils sont tous là parce qu'ils ne peuvent pas venir, ils n'ont pas la force ou l'argent pour venir ici. Ça, c'est juste? Je trouve pas, ça pas juste. Ça n'est pas correct. Ik vind dat niet rechtvaardig. Excusez-moi. Pour moi, on fait un modèle où personne ne peut arriver, entrer dans notre zone Schengen d'une manière irrégulière. On ferme les guichets à Bruxelles, le parc Maximilien et tout, c'est fini. Mais on sélectionne les vrais réfugiés, aussi des femmes, aussi des enfants, aussi des gens qui ont des problèmes de santé. Et on est très humain. On ne peut jamais fermer nos yeux. Et on donne plus de contributions, on augmente, on triple notre contribution à HCR pour un meilleur accueil dans la région où les conflits se trouvent. Mais on ne peut pas absorber qu'on est en train d'absorber maintenant. Ce n'est pas possible. Ça donne déjà beaucoup de conflits culturels aussi. Et c'est comme une vieille dame m'a dit un jour, j'étais en train de manger un petit lunch avec Geert Bourgeois, le ministre-président, qui est mijn leermeester, mijn politieke leermeester. Et c'était une vieille dame qui était là. Elle dit, ah, monsieur Frankel, monsieur Bourgeois, elle est vraiment une bruxelloise. Elle a dit, est-ce que je peux vous déranger? Non, allez-y. J'ai 80 ans et j'ai un lunch avec toute la famille, mais je suis un peu tôt, ils vont arriver. Je veux seulement dire, monsieur Franken, ce que vous faites, c'est très très bien. Elle était toujours gynécologue, elle m'a pensionné. Elle dit, vous avez raison.
Parce que je dis toujours, la migration, c'est comme faire de la mayonnaise. Quand on fait de la mayonnaise, on kloppen, hein, je klopt de hele tijd, je moet opkloppen, hein, comme ça. Et on met un peu de l'huile, toujours, mais lentement. Et on fait de la mayonnaise magnifique. Mais quand on fait ça avec l'huile, il n'y a pas de mayonnaise. C'est pas possible. Ça doit être doucement, lentement. Et ça, mais on a besoin de l'huile. C'est pas de problème d'avoir de l'huile. C'est bien, c'est nécessaire. C'est un ingrédient nécessaire pour avoir de bonne mayonnaise. Mais on doit être ralenti, rustique, piano, piano. Pas 1 million, 2 millions dans un an, parce que ça va donner des mayonnaises qui n'est pas mangeable, comment on dit ça? Okay. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup à Theo Franken qui a le mérite d'être un praticien de ces sujets, ce qui est assez rare en Europe. Hein, et on le remercie parce que son expérience, on l'encouragerait à ce qu'elle soit partagée dans d'autres pays européens, et en France en particulier, où je pense que ces problèmes-là ne sont pas forcément pris en compte de façon pratique. Il va dédicacer son livre, et donc si vous voulez bien vous approcher. Oui. Préalablement, quelques questions quand même. Oui, bien sûr, quelques questions. Et je voulais aussi vous annoncer notre prochaine conférence. Le prochain conférencier d'ailleurs est parmi nous, c'est Alain Destex, qui sera avec nous pour parler, je crois, d'un sujet un peu identique, le 23 janvier. Voilà. Donc, les questions. Bonjour, il y a des questions. La première, vous parlez des modèles australiens, mais vous n'avez pas mentionné les modèles canadiens, si vous pouvez développer ça un peu. Et la deuxième question, c'est quoi la différence entre la MBA et les Blancs Blancs par rapport à la migration? Oui. Merci beaucoup. Premièrement, oui, il y a aussi, alors moi je donne des solutions, c'est une vision sur il y a beaucoup de critiques sur la politique, des hommes politiques, des femmes politiques, où ils disent la politique en Europe, la politique en Belgique, ça manque d'une vision en long terme. Ça on entend beaucoup, ils disent, mais c'est toujours les choses du jour, les choses opérationnelles, mais il n'y a pas vraiment une vision sur le long terme. Qu'est-ce qu'on veut comme Européens, qu'est-ce qu'on veut comme Union, qu'est-ce qu'on veut aller, c'est quelle direction qu'on veut avoir. Et ça, c'est une vision à long terme, le modèle australien. Aussi, je parle aussi du modèle canadien. Mais pour exemple, Canada, c'est un pays particulier. Le modèle canadien, c'est intéressant pour avoir le modèle australien, un modèle où il y a une solution pour l'asile. Les gens qui demandent la protection internationale, qui doivent fuir leur pays parce qu'il y a la guerre, ou il y a une persécution individuelle parce qu'ils ont une opinion politique ou une race ou un sexe ou ils sont homophiles ou toutes les choses comme ça. Ça, c'est la Convention de Genève. Pour ça, cette voie migratoire, moi je dis modèle australien. Pour la voie migratoire active, la voie migratoire, quand on parle des gens qui veulent travailler en Europe avec un visum de travail, moi je préfère le modèle canadien, mais c'est une autre voie. Hein. Et troisième, sur le regroupement familial, c'est aussi une autre voie migratoire, légale. Je veux le modèle danois de Danemark, qui est beaucoup meilleur que le nôtre. Et le modèle canadien, c'est un modèle pour stimuler la migration active, la migration des gens qui veulent ici contribuer, travailler. Et on a besoin, seulement à Vlaams-Brabant, hein, Brabant flamand, pour l'instant, dans ma région, nous avons besoin de 600 plombiers. Seulement plombiers, 600 vacatures. À l'aéroport, hein, qui est le moteur économique de notre province, il y a plus de 2000 vacatures. Mon frère, c'est un entrepreneur, il y a une grande entreprise à Vilvoorde. Et il m'a dit, j'ai vu cette semaine, on va chez OHL de football, mais bon, soit. Et il m'a dit, Matteo, 20 vacatures, 20 personnes. Vous devez faire ça. Et le VOCA, hein, les entrepreneurs, ils veulent que je ouvre une nouvelle voie migratoire
comme pour les laaggescholden, pour les jobs niveau très... Ja, bah, non, mais vous me comprenez, je veux pas être stigmatisant, mais je ne veux pas, parce que je comprends les demandes des entrepreneurs, mais je ne vais pas le faire parce que pour l'instant, parce qu'on a eu des dizaines de milliers de réfugiés syriens tous depuis 2014, moi je veux premièrement que les entrepreneurs engagent eux, parce qu'ils sont beaucoup, 90% n'ont pas un job pour l'instant. Alors je ne vais pas ouvrir une nouvelle voie et dire de Marocains, Turquie et tous, comme en 1960, venez pour travailler. Je comprends qu'il y a des exigences sur ça, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a beaucoup de vacatures et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de boulot de Syrie, d'Irak pour l'instant. Alors on doit faire un meilleur match entre ce qu'on a à ce moment. J'ai fait un accord avec FEDAB, j'ai signé un accord avec le Forum, mais je n'ai pas signé avec Actiris. Le PS ne voulait pas ici à Bruxelles s'engager avec Theo Franken, et c'était impossible. Incroyable. Parce qu'on parle de travail, on parle de... Allez, c'est quoi le problème? On peut seulement aider les gens. Mais le modèle canadien est très intéressant pour vraiment avoir un modèle de migration travail plus actif, avec des points sur l'intégration, est-ce que vous connaissez déjà la langue, est-ce que vous êtes éduqué, et toutes les choses comme ça. Et ça, c'est une très très bonne initiative. Mais j'avais un incident avec mon collègue canadien au sein du General Assembly l'année passée à New York. C'est un homme qui est comme Macron, comment il dit ça, Trudeau, hein, le ministre de l'immigration de Trudeau, c'est très progressiste, super de gauche, et il était en train de dire, la migration c'est magnifique, et blablabla. Bla, bla. Et moi j'étais en train de dire, mais excusez-moi, mais vous avez une luxe géographique immense. Personne prend un bateau vers le Canada. Ils ne vont pas venir du nord. Ils ne vont pas venir du sud parce qu'il y a les États-Unis qui sont là et ils sont très forts sur l'immigration. Alors personne. Quand moi j'avais le luxe d'avoir le luxe géographique d'être le Canada, moi je pouvais dire ici aussi la migration c'est fantastique et tout. C'est pas correct ce que vous dites. Et il m'a répondu parce que c'était un choc tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Et c'était sur le journaux même, VTM était là aussi, pas RTBF, RTL pas, mais VTM était là. Et il m'a répondu, personnellement, il m'a attaqué, il m'a dit, moi je suis un fils d'un Somalien, et vous dites que je suis comme ça. Moi j'étais, oh my God, ça c'est intellectuellement super dishonnête, super incorrect. On ne parle pas de vous, parce que c'est un fils d'un réfugié. Moi, je ne savais pas, il avait une couleur, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Et il était super personnel, matin comme ça. Et un grand applaus chez tous les fonctionnaires des Nations Unies. Et moi, j'étais, oh my God, c'est so false, c'est si false. C'est pas correct de faire ça comme ça. Et le leader de l'opposition de Canada était dans la salle, c'était une femme. Elle m'a donné la carte après. Elle a dit, vous avez vraiment raison. Mais c'est impossible de gagner ici, dans ce milieu où on doit dire que la migration est magnifique, parce que tout le monde, c'est comme l'élite globale. Hein. Ma sœur, elle travaille pour le World Bank. C'est un peu comme ça. J'ai beaucoup de discussions avec elle. Elle est mariée avec un Danois qui est très critique sur la migration. Alors, elle est un peu... Ça va dans la bonne direction pour l'instant. Mais non, c'est vrai. Deuxième différence NVA-Vlaams Belang, je pense que c'est très important de savoir qu'il y a une grande différence. Pour moi et pour la NVA, tout le monde est le bienvenu. On peut devenir tous les primo-arrivants quand on a l'engagement et on veut s'intégrer. Vous êtes le bienvenu. On fait une communauté ensemble. C'est un nationalisme qui est inclusif. Et c'est avec Asita Kanko, avec Daria Safai, avec beaucoup d'autres. Vous savez que nous avons le premier membre d'un gouvernement fédéral qui est d'origine allochtone.
Zoual Demir. C'est la NVA qui l'a indiqué. Ce n'est pas des autres partis, c'est nous. Et c'est une fille d'un mijnwerker, un mineur, comment on dit ça, de Genk. Ja? Le premier bourgmestre d'origine allochtone, marocaine, c'est la NVA, c'est Nadia Sminate, à Londerzeel, très proche d'ici. C'est la NVA qui a fait ça. Ce n'est pas le SPA, ce n'est pas le PS, ce n'est pas le GEPA, c'est nous. Alors, on ne doit pas me donner des leçons. Pour nous, tout le monde, on peut faire une communauté ensemble. Il n'y a pas de problème. Pour moi, quand on a une couleur ou pas, je m'en fous, ce n'est pas relevant. Et ça, c'est la grande différence. Alors, on a le premier échevin d'origine allochtone à Anvers. Ce n'est pas le SPA qui a fait 90 ans de gouvernement à Anvers, la plus grande ville en Flandre, la plus multiculturelle ville multiculturelle en Flandre. C'est Nabila, c'est d'origine marocaine, double nationalité, de la NVA. Alors, ça c'est la grande différence avec le Vlaams Belang, qui a un nationalisme exclusif, ou un nationalisme du sang. C'est pas ce que je raconte, c'est pas mon idéal, c'est pas les gens, des choses qui je défends, ou pour ça je ne fais pas un combat, c'est pas mon combat, c'est pas le même combat. Et je comprends à ce point la diabolisation de moi dans la presse francophone, c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est incroyable. Mais il y a aussi des exceptions. C'est pas tous les journalistes ne sont pas les mêmes. Il y a des différences, ça c'est clair. Mais moi j'ai fait des erreurs. Hein. J'ai fait des tweets que je ne vais pas répéter. Non, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas parfait. Il y a 4 ans, le département migratoire, c'est, je pense, un des plus difficiles pour gérer, parce qu'on parle des hommes et des femmes van vlees en bloed. Hein, van vlees en bloed. Et on parle de ça et c'est toujours difficile. On doit répatrier des familles, des gens qui sont déjà très très longtemps ici. On donne des papiers ou pas, on fait comme ça, comme ça. C'est super difficile. Et on fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs, absolument. Mais j'ai une ligne claire. Et j'ai une direction où je veux aller. Mais la presse francophone était souvent, pas toujours, parce que j'ai fait des erreurs, mais souvent, ils m'ont interprété d'une façon, mes mots d'une façon négative. Et quand on fait un contexte, et quand on voit le contexte, on dit « Oh, c'est rationnel, c'est OK ». Mais ils ont fait toujours, par exemple, j'avais un débat avec Tom van Grieken, hein, le président du Vlaams Belang, 2h30 à Edegem, qui est vraiment de Vlaamse debatclub qui est très connu. Presque 1000 personnes dans la salle, c'était super, super intense. 2h30. Et on parle un instant hein, sur le Vlaams Belang. Et j'ai dit, je ne suis pas votre ennemi. Parce qu'il toujours était comme tac, tac, tac. J'étais, rustig, calme, piano. Hein. Je suis pas. On parle de la migration. Moi, je veux. Toutes les propositions des partis, c'est du Écolo, du PTB, du Vlaams Belang. Moi, je vois sur le contenu. C'est quoi qu'il propose? Un projet de loi, par exemple, une proposition de loi. Je vais toujours lire ça et voir qu'est-ce qu'il veut. Cet article est changé de notre loi. OK. Sur le contenu, je ne vais pas avoir ça avec des lunettes, c'est de ce parti, alors c'est toujours mal. Non, ce n'est pas mon attitude jamais dans ma vie. Ils font de ça que je m'inspire sur le Vlaams Belang. Vous avez lu ça? Le Charles Michel était super fâché. Il m'a téléphoné. Il dit, nous avons misère avec le pacte. Et vous faites là et vous dites ça. Ça ne va pas, Théo. Moi, j'ai dit, mais c'est un live stream, c'est sur le website, sur YouTube, 2h30. Quand tu vois le contexte, ce que j'ai dit, personne dans la salle a dit « Oh, qu'est-ce qu'il dit maintenant ?» Personne. Mais toujours comme ça, interpréter les mots, on peut interpréter les mots toujours négatifs. Quand on fait une lecture de 2h30, ce que j'ai dit maintenant, c'est aussi live stream. Je suis sûr que ce que j'ai dit aujourd'hui, on peut faire un article qui est hyper extrémiste, négatif. On fait une petite phrase comme ça. C'est pas difficile, hein? Mais ça, c'est d'un niveau de diabolisation. On n'est pas objectif, alors.
On veut imposer l'agenda de leur idéologie. Et ça, c'est que j'ai beaucoup de problèmes avec des journalistes. Et je pense que beaucoup de gens pensent comme ça, que c'est plus correct, c'est fini, et ils sont membres de la élite globale, ils veulent défendre toujours cet agenda. Mais c'est normal. Les années 60, c'était le conservatisme qui était le paradigme dominant dans le monde occidental. Et les progressistes, avec 68 heures, ils ont attaqué le modèle. À ce moment-là, c'était très difficile pour eux. Maintenant, ils ont repris le paradigme. Et maintenant, notre groupe attaque le paradigme actuel. Et ça va durer, ça donne de l'instabilité, ça donne beaucoup de friction, ça donne beaucoup de nervosité dans la société. Et c'est ça qu'on voit. C'est finalement ça. C'est Macron, ça c'est la gilet jaune, c'est ça Trump, c'est ça ce qui se passe dans le monde occidental pour l'instant. Ok. Au hasard. Merci. Henri Masson, on parlait des comparaisons avec des modèles étrangers. Je voudrais évoquer deux modèles très brièvement. Un, l'Allemagne Merkel, qui est tout à fait l'opposé, qui est là pour l'abolition des frontières. Le prétexte est la natalité qui est trop basse dans le pays et les immigrants faisant plus d'enfants que les locaux. C'est une façon d'assurer les caisses de pension des plus vieux, sinon il y a une pyramide des âges qui est complètement ingérable. C'est sa théorie, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Deuxième question, l'Arabie Saoudite. Un pays remarquable est l'Arabie Saoudite. Ils sont présidents du comité européen, du comité UNO des droits de l'homme. On se demande pourquoi, mais enfin. Ils ont aussi des camps de réfugiés merveilleux où il n'y a pas un réfugié. Mais quand on va en Arabie Saoudite, vous signez un papier. Je m'engage à respecter les us et coutumes de ce pays, sinon je me fais virer dans les 24 heures. Je suis blacklisté et je ne mets plus jamais les pieds dans ce pays. Et si on le fait, ça va vraiment très mal. Alors j'aimerais avoir vos commentaires sur ces deux approches radicalement opposées, je dirais, de la migration. Caricaturelle peut-être, hein, mais... Non. Il y a un modèle Merkel. Je dois aussi dire que l'Allemagne a vraiment prend un grand virage sur la migration. Le Wirtschaftswunder, elle ne va pas jamais dire qu'elle n'a jamais dit ça. Mais pour l'instant, l'Allemagne a pris beaucoup de lois très strictes sur la migration. Même sur le règlement familial, ils sont plus stricts que nous, pour l'instant. Moi, je veux être plus strict qu'eux, mais le CDMV ne veut pas. Alors, c'est une chose. Mais c'est vrai que Mme Merkel, c'est aussi dans ce paradigme, elle est un des world leaders. C'est comme Obama, Trudeau, Macron, et tout ça. Mais ça va être fini quand on voit les résultats électoraux. Ça finit avec ce paradigme. Donc, il y a maintenant 5 ans, 10 ans, ça va être... Mais bon, on va voir. Et deuxième, c'est l'Arabie Saoudite. Oui, j'étais aussi au General Assembly et moi j'ai dit ça. Moi j'ai dit c'est impossible que l'Arabie Saoudite ne prend pas de réfugiés. Vous êtes engagé dans la guerre en Syrie. Vous avez financé IS. Vous avez financé le Taliban. Vous êtes le plus grand financier de l'islamisme mondial. Et tous les fanatiques religieux qui font des attaques, qui font des choses super, super graves et qui font que les gens doivent fuir leur pays. Et vous ne prenez pas, c'est impossible, c'est pas correct. Et j'ai eu une semaine après une grande délégation de ce pays, ici à Bruxelles, à mon cabinet. Ils étaient très fâchés de ça, que j'ai dit ça. Et ils voulaient dire qu'ils font beaucoup pour les réfugiés. Beaucoup de millions d'euros à UNHCR, ça c'est vrai. Mais aussi, ils ont un autre modèle. Mais ils ont beaucoup de Syriens, mais surtout temporairement. Alors, ce n'est pas juste qu'ils ne prennent personne, ça c'est pas juste, mais il y a aussi le problème que les réfugiés ne veulent pas aller aux Arabes Saoudites parce que c'est super, super...
Monsieur Franken, bonsoir. Les statuts de la NVA prévoient le confédéralisme. Et pour aboutir au confédéralisme, il faut être au gouvernement fédéral à un moment donné. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation dans laquelle la NVA se trouve aujourd'hui pourrait vous ostraciser pour les prochaines négociations gouvernementales et ipso facto vous retrouver dans l'opposition et que les partis francophones s'arrangent pour faire sans vous? C'est une très bonne question. J'ai une journaliste aujourd'hui qui me demande est-ce qu'il y a des choses personnelles qui... persoonlijke schade, est-ce qu'il y a des relations personnelles qui sont maintenant cassées? Moi j'ai dit, ça c'est une bonne question. Laissez-moi réfléchir un jour sur ça, parce qu'il ne sait pas une réponse. C'est difficile pour l'instant, oui, je pense surtout... je ne sais pas, je suis aussi un peu désorienté, je dois prendre un peu de vacances et penser, parler, je ne sais pas. Mais c'est possible, oui, pour l'instant. Seulement quand la NVA a vraiment beaucoup de voix, qui ne peut pas être détournée, comme dit ça. Oui, on doit être incontournable. Mais c'est clair que le pays, c'est difficile. Hein? Une minorité, premièrement côté flamand avec Di Rupo, maintenant une minorité côté francophone avec Michel, avec un soutien chez les Wallons pour le gouvernement qui est à 20-22%. C'est vraiment remarquable peu, comment on dit ça? Comme Macron. Yeah. Alors... Oui, c'est comme Macron. Mais je veux dire que... je pense que c'est important d'avoir un gouvernement. C'est comme j'ai dit ça dans une interview, quand je peux choisir d'un gouvernement de gauche avec la gauche pour faire une politique de gauche ou un gouvernement avec la MR pour faire une politique de droite. Et la MR, pour moi, peut avoir un peu plus de droite encore, mais je ne vais pas faire le processus de MR. Alors, je préfère une politique de droite, ça c'est clair, sur la migration, la sécurité, les choses socio-économiques. Mais la gauche est super, la Wallonie, super de gauche, hein, qu'on voit, c'est incroyable. Ici à Bruxelles aussi, écolo, Défi qui est aussi de gauche. PTP, PS, c'est incroyable, je comprends rien. Et quand on voit la NVA, Vlaams Belang et tout, va aller encore plus de droite côté flamand, encore plus de gauche côté wallon. Le milieu, ça se trouve où, hein? Est-ce qu'on c'est encore possible de trouver le milieu? Ça va être difficile, je pense. Alors oui, pour le pays, je pense que Roi Philippe a beaucoup de soins pour l'instant. Encore vous laisser peut-être 5 minutes pour les questions, parce qu'après, si on veut faire signer quelques livres à Théo Franken et qu'ensuite il puisse rejoindre sa ville et son conseil communal. Merci. Oui, Monsieur Franken. Ouais, un instant. Oui. Kun jij iets laten weten dat ik iets later doe? Ja, oui. Ok. Vous avez parlé de vos accords avec la Tunisie. Ok. Oui. Voilà, et vous avez organisé que des jeunes gens de Tunisie viennent faire des stages ici pendant 6 mois et puis normalement ils rentreraient. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils rentreraient? Oui. Vous êtes sûr? Oui, parce que c'est dans l'accord. Hein? Oui. C'est dans l'accord. Oui. Mais ils n'ont pas signé ça avec leur sang, mais je vais être clair qu'ils doivent retourner. Mais ce groupe, je pense, c'est possible de retourner parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un boulot. Alors, je pense que oui, on a parlé de ça, hein, pour être très clair. On peut
Non, normalement, ils vont retourner. Je pense que des projets comme ça, on doit faire une analyse, une évaluation dans un an. Et quand c'est un succès, je pense qu'on peut copier ça pour des autres pays aussi. Parce que ça, c'est très important pour les gouvernements dans l'Afrique du Nord, qui sont très sensibles à le fait qu'ils se sont souvent perdus ou laissés comme ça par l'Europe. Ouais. Une autre question, deux autres questions, et après on passe au signature. Moi, je voulais juste poser une question sur la Cour européenne de justice de Strasbourg. Vous nous avez dit quelque chose de très inquiétant. Vraiment très inquiétant. Et en plus de ça, je ne le savais pas, cet arrêt extraordinaire que vous avez cité tout à l'heure, qui est peut-être dans votre livre, oui, mais justement, on va le lire. Mais c'est épouvantablement inquiétant. Or, c'est la raison, c'est à cause de cette cour que le Brexit a eu lieu. En fait, les Anglais ne supportent pas qu'on leur dise la loi, alors que c'est eux qui sont censés la faire. Mais nous aussi, en principe, on ne devrait pas accepter ça. Moi, j'ai toujours entendu dire que les traités étaient supérieurs à la loi européenne, à la loi du pays, seulement s'ils ont été approuvés par le Parlement. Mais tout ça, c'est complètement aberrant. Ça n'est pas approuvé par personne. C'est un gouvernement des juges, et en plus de juges internationaux, dont, paraît-il, il y aurait des Turcs. Oui, et les Russes, c'est tous. Oui. Qui vont nous donner des leçons de droits de l'homme. Ah, absolument. C'est un grand problème. Quand on voit la genèse de la création de notre Verdrag van de Rechten van de Mens, Europees Verdrag, le traité européen de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est magnifique. C'était en Italie, Palazzo Barbera, où c'était signé après la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment, c'était un document pour se défendre contre le communisme, le danger rouge. À ce moment, c'était le grand défi pour l'État membre. Mais transposer ça en 70 ans plus, c'est comme la Convention de Genève sur la protection internationale. Hein. Il y a des choses, à ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes 70 ans plus, hein, verder. Hein. C'est pas actuel, ça doit être actualisé, parce que ça donne beaucoup de problèmes d'interprétation, hein, ça donne trop de force à des juges qui peuvent s'imposer leur agenda politique même. Et ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que j'ai parlé de juges activistes. Comme homme politique, on doit être très prudent de donner des critiques sur la magistrature. Bien sûr, je comprends ça. Mais j'ai un chapitre dedans sur ça, où vraiment j'essaye de donner une timeline, une ligne de temps. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1950, quand s'est signé la Convention des droits de l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé avec des jurisprudences très importantes qui ont frappé nos frontières comme ça, vraiment cassé nos frontières actuelles? Et ça, je pense que c'est un chapitre qui jamais a été écrit par personne, et ça, c'est la première fois. Mais je suis dans une compagnie très très bonne sur ça. La plus grande critique qui donne sur ça, sur le fait que le juge est trop activiste, c'est M. Mark Bossuet. Mark Bossuet était président de la Cour constitutionnelle de la Belgique. C'est le premier directeur de la CGRA, de l'Office d'asile en Belgique. Il connaît très 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 bien. C'est un juriste d'une éminence grise incroyable. Il dit ça. Il donne des critiques très très pointé sur cette chose. Alors je suis pas le seul qui dit ça en Belgique. Mais les autres partis belgiques, je pense que quand j'ai dit ça d'activistes et rechters et toutes les choses, c'était au Parlement. Et ça, c'est aussi une chose que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? 2 sur 3 au Parlement national de la Belgique, non même 3 sur 4 des sièges, sont hyper pro le Global Migration Compact. Quand j'étais là, dans ma petite banque là, au Parlement, hein, c'était une banque de strafbankje, hein, comme ça, toujours. Hein, tous les 2 mois, il y a un incident, je dois être là le jeudi, hein, pour 2 heures, tout le monde, communication, tout le monde. Je ne peux pas répondre, le Premier ministre répond, hein, je cite. Mais et à ce moment-là, je pense que 3 sur 4 dans le Parlement national, sur la migration, c'est frontières ouvertes, c'est incroyable. C'est une mentalité
du passé. C'est pas réaliste. Super naïf. Naïveté. Et ça, c'est rue de la Loi. Après, je suis rue de Village. Et tout le monde dit, hey, monsieur Franken, hey, tenez fort, hein, t'as raison. Il y a une tache aveugle sur les yeux, incroyable sur la migration dans la politique et la démocratie belge. Hein. Incroyable. Hein. Effrayante, hein. Incroyable. Il n'y a pas une représentation côté francophone contre le Global Migration Compact. Sauf le PP, mais bon, c'est un siège. Et Alain s'est obstenu. Beaucoup de problèmes dans la mer, je pense, mais bon, ce n'est pas mes affaires. Mais aucun. Et je suis sûr, j'ai reçu des centaines de mails, des réactions francophones dans les deux semaines qui sont passées. Immenses, même plus que néerlandophones, à peu près. 50-50, je pense. Pour dire que vous avez raison, tenez fort, et vous avez... Mais démocratiquement, il n'y a pas un voix qui transpose cette position, qui est une position pas d'extrémisme, de racisme, de discrimination. Moi, j'ai un timer, quand je suis à la chambre, j'ai toujours mon uurwerk, et je fais un timing que le PS crie ou le PTB crie raciste ou discrimination. J'ai un timing. C'est tout le... maximum 3 minutes, ils ont dit ça. C'est incroyable. Discrimination, raciste, discriminatoire. Incroyable. Mais je dis, comment est-ce qu'on peut avoir un débat sur un peu un niveau intellectuel, un peu académique, sur qu'est-ce qu'on doit faire avec la démographie. En Irlande, aux Pays-Bas, c'est magnifique. Aux Pays-Bas, finalement, Paul Scheffer, qui est plus de gauche, un professeur très très connu, Éminence Grise, qui a publié le multiculturel drama, le drame multiculturel en 2000, l'année 2000. Alors, il était vraiment un visionnaire, hein, c'est un visionnaire. Et il a écrit un nouveau livre, De Vorm van de Vrijheid, la forme de la liberté. C'est super intéressant. On parle de ça. Et dit, au débat en Europe, on peut parler de tous. On peut parler de tous. On parle de n'importe quoi. Mais un débat, au fond, sur la démographie, ça c'est un tabou. Quand on prend 70, on décide de prendre 70 000 personnes sur le territoire, ça donne un effet dans 50 ans de 1,2 million de personnes. Il a fait des calculs sur ça, super intéressant. Mais ça, décider, de débattre, de discuter sur est-ce qu'on veut 700 000 ou est-ce qu'on veut 7 000 ou encore plus 100 000, ça, on ne peut pas discuter parce que c'est toujours raciste, discriminatoire, naïf, hein, parce que nous faisons ça aussi, hein, frontières ouvertes, naïf, et l'autre raciste. Incroyable. C'est si fatigant. C'est fatigant, incroyable. Il n'y a pas la maturité d'avoir un débat sur absolument aussi côté francophone. Hein. Encore plus qu'en Flandre, on peut discuter. On peut discuter sans avoir la tâche comme ça de nazi et raciste. Moi, c'est impossible. Le seul qu'ils font est m'afficher, l'écolo et toutes les choses, m'afficher comme nazi, fasciste, facho, théo-facho et tout. Pendant 4 ans et demi. La commission, je ne vois jamais. Ils ne sont jamais là. Question, débat? Non, jamais. Et elle a que tous les 2 mois, une fois plénière, que moi je dois me taiser, comme ça. Et, communication, tweet, blablabla. Mais le débat sur le fond, c'est une nullité intellectuelle, c'est horrible. 2 dernières questions très courtes, pour des réponses très courtes, pour laisser Théo Franken rentrer, assurer son conseil communal. Bonsoir, Monsieur Franken. D'abord, je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez accompli. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète avec le nouveau pacte sur l'immigration, c'est la liberté de presse avec l'objectif 17, notamment qui parle d'utiliser des termes, de la terminologie positive pour parler de la migration, et que même les subsides pourraient être supprimés s'ils n'en parlent pas assez bien. Et dans le cas inverse, on leur propose de faire des subsides s'ils ont une image positive de l'immigration.
Donc moi, maintenant que le pacte est adopté, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez qu'il va se passer avec la presse, parce que là, c'est carrément la liberté de presse qui est attaquée. C'est un peu un genre de Pravda pour moi, carrément. Et est-ce que vous ne pensez pas que en ce qui concerne ce pacte sur les migrations, que ça aurait dû simplement être l'objet d'un référendum par rapport au peuple? C'est le peuple qu'on aurait dû demander là-dessus, parce que visiblement, comme vous le dites, les Wallons n'en veulent pas. Les Flamands n'en veulent pas. Simplement, le seul qui le veulent, c'est Charles Michel, visiblement. Non, oui, dus, première sur la liberté de presse, oui, c'est une paragraphe qui a été adapté. Hein. Je pense que ce que vous dites, c'est pas la version finale. Mais oui, c'est une chose c'est un des choses qui sont pas équilibrées dans le pacte. C'est pas un pacte équilibré. Hein. Et c'est un pacte, c'est un total failure, hein, parce que tous les continents qui prend netto des migrants disent non. L'Australie n'a pas voté aujourd'hui, les États-Unis n'a pas voté, et l'Europe, le pays qui a négocié pendant tous les mois, c'est l'Autriche, est dehors aussi. Et l'Europe est super in dubio. Hein, des pays oui, des autres pays qui disent non, ça c'est un grand problème. Alors, et tous les pays qui va voter aujourd'hui, c'est tous les pays qui sont des pays netto émigration, hein, où il y a une balance netto et d'immigration, pas d'immigration. Et tous les pays qui ont une netto balance immigration disent non. Alors le pacte, c'est un échec total. Et sur ça, on doit tomber le gouvernement et on dit une abstention, c'est un non, c'est un non. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que... Ils disent toujours que c'est non contraignant, non contraignant. Ouais. Mais moi, je dis, je ne suis pas sûr. Ils disent non, c'est non contraignant, c'est sûr, 100%. Alors, quand c'est si important, quand c'est pas important parce que c'est non contraignant, pourquoi tomber le gouvernement sur ça? Pourquoi pas une abstention? Pourquoi? Bon, la dernière question, un Européen originaire de la patrie de M. Salvini. Voilà, très vite. Vous ne pensez pas qu'en prenant acte, comme vous avez dit, de cette vide incroyable à droite qu'il y a dans le monde francophone, d'un point de vue des partis organisés et représentés au Parlement, la NVA ne devrait pas s'investir directement électoralement, comme a fait la Ligue du Nord en Italie, même en Wallonie, ou en favorisant un nouveau sujet politique? Parce que malheureusement, comme vous voyez ici, on a vu le résultat aussi électoral à Bruxelles et pas seulement dans la Wallonie, les maires ne tiennent pas, c'est pas suffisant, c'est évident, sauf quelques petites exceptions, mais et après, au moment de la vérité, comme dans cette crise gouvernementale, et vous restez seul, et comme vous dites justement, la Flandre va de plus en plus à droite, et la Wallonie et Bruxelles, ça reste comme ça, mais par contre, il y a une opinion publique pas représentée francophone qui est complètement dans la ligne de contestation des paradigmes, comme vous dites. Pratiquement, on se retrouve au centre de l'Europe, c'est le seul endroit où la gauche avance. Et ça, c'est inquiétant. C'est la plus difficile. Non, mais c'est vrai, monsieur, vous avez à 100% raison. Mais un NVA, à Bruxelles, on va être là, mais à Wallonie, je peux, c'est pas dans mes mains seul, c'est le parti, c'est Bart de Wever, c'est super. C'est une question très sensible. Vous savez que je ne peux pas répondre ici dans la salle de dire oui ou non, ça va être. Oui, c'est très bien pour. Comment dire ça? La réputation de votre cercle, Monsieur le Président. Quand je dis ça ici sur la tribune, on va introduire la liste NVA en Wallonie, mais je ne vais pas dire ça, hein, pour être clair. Mais je comprends très bien votre souci. Mais bon, je pense aussi que c'est nécessaire de pousser sur le MR qu'ils doivent être... allez, je sais pas. Mais bon. Le seul élu de droite au MR, il est là ce soir. C'est difficile, c'est vrai. Bon, merci à tous. Ok, merci beaucoup.
Ça. Oui, mais on... Bon,